Dans ce cours, nous allons parler des différences entre les routeurs et les commutateurs. Alors qu'est-ce qu'un routeur ou qu'est-ce que le routage exactement? On sait qu'un commutateur switch et un routeur route, c'est la base. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Dans les cours précédents, nous avons vu que les commutateurs switchent les données en fonction des adresses MAC. Sa seule préoccupation est de savoir sur quelle interface envoyer la trame Ethernet en analysant l'adresse MAC de destination. Le commutateur travaille à la couche 2, la couche liaison de données. Concernant les routeurs, ils ont une tâche similaire, sauf qu'ils vont examiner les paquets IP. Ils examinent l'adresse IP de destination du paquet IP et envoient sur la bonne interface. Le routeur travaille donc à la couche 3, la couche réseau. Du coup, on pourrait se demander mais pourquoi ne pas utiliser que des adresses MAC, comme ils sont uniques sur le réseau? Ou bien pourquoi ne pas utiliser que des switches? Eh bien, on va essayer de voir la réelle différence entre un commutateur et un routeur. Ici, sur le premier schéma, nous avons deux commutateurs qui contiennent chacun plus de 500 PC connectés. Maintenant, si l'ensemble des PC veulent communiquer ensemble, les commutateurs doivent apprendre les 1000 adresses MAC. Ils devront apprendre aussi bien les PC de gauche que ceux de droite. Maintenant, imaginez un plus grand réseau où il y aurait des millions d'appareils, par exemple Internet. À votre avis, serait-il possible de stocker des millions d'entrées dans la table MAC d'un même commutateur? Bien sûr que non. Maintenant, prenons le même exemple, sauf que nous utilisons des routeurs. Sur ce schéma, nous avons 500 PC connectés au routeur A, qui font partie du réseau 192.168.1.0, avec un masque en /24 qui correspond à un masque de sous-réseau de 3x255.0. Le routeur B a lui aussi 500 PC et utilise le réseau 192.168.2.0 avec le même masque. Le routeur route en fonction des informations IP. Dans notre exemple, le routeur A doit juste savoir que le réseau 192.168.2.0 est derrière le routeur B, et inversement, le routeur B doit juste savoir que le réseau 1.0 est derrière le routeur A. Au lieu d'avoir une table d'adresses MAC avec plus de 1000 adresses, nous n'avons plus besoin que d'une seule entrée sur chaque routeur pour les autres réseaux. La principale différence est que les commutateurs utilisent des tables d'adresses MAC pour transférer les trames Ethernet, et les routeurs utilisent une table de routage pour savoir où transférer les paquets IP. Quand on sort un nouveau routeur de la boîte et qu'on le connecte pour la première fois, il va construire une table de routage, mais les seules informations qu'il va enregistrer, ce sont uniquement les interfaces qui lui sont directement connectées. Tandis qu'un commutateur, lui, il va inscrire dans sa table MAC toutes les infos qui viennent de partout. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus propre d'utiliser un routeur. Les routeurs ont deux fonctions importantes. Tout d'abord, ils doivent déterminer le chemin où transférer les paquets grâce à leur table de routage. Chaque routeur conserve sa propre table de routage en local. Cette table contient la liste de toutes les destinations qu'il connaît ainsi que la façon de les joindre. Lorsqu'un routeur reçoit un paquet, il vérifie l'adresse IP de destination et recherche la meilleure correspondance dans cette table. Cela peut être une route qui lui est directement connectée ou bien l'IP de l'interface d'un autre routeur pour joindre la destination. Si aucune entrée n'existe pour le réseau de destination, alors il sera routé vers la route par défaut. Et si aucune route par défaut n'est configurée sur le routeur, alors le paquet sera droppé, c'est-à-dire supprimé. La deuxième fonction importante du routeur est le routage des paquets. Après avoir trouvé une correspondance vers le réseau de destination, le paquet sera transmis vers une interface réseau. Comme le montre cette topologie, chaque ligne de la table de routage répertorie un réseau de destination et l'interface qui permet de joindre ce réseau. Si le réseau de destination est identique à l'une de ces interfaces, alors il sera considéré comme directement connecté. Par exemple, si le routeur 1 reçoit un paquet sur son interface série 000 à destination du réseau 10.4.0.0, alors le paquet sera routé directement vers l'interface face Ethernet 01. Quand le paquet traverse un routeur, on dit qu'il fait un saut. Par exemple, si le routeur 1 reçoit un paquet sur son interface face Ethernet 01 à destination du réseau 10.3.0.0, alors dans ce cas, il doit transférer le paquet vers l'interface du routeur 2 qui porte l'IP 10.1.0.1. Ensuite, le routeur 2 se chargera lui-même de livrer le paquet, ce qui sera très facile pour lui puisque le réseau de destination lui est directement connecté. Les routeurs prennent en charge trois mécanismes pour la transmission de paquets. On a le process switching, qui est le mécanisme d'acheminement de paquets le plus ancien.
Chaque paquet nécessite une recherche dans la table de routage, ce qui provoque d'énormes latences. Aujourd'hui, il n'est plus trop utilisé, du moins dans les réseaux récents. On a le fast switching, qui permet d'améliorer les latences du mécanisme précédent. Ici, les routeurs utilisent un cache pour stocker les destinations les plus récentes. Le premier paquet dont la destination n'est pas trouvée dans le cache, il sera commuté par l'ancien mécanisme, et une entrée sera créée dans le cache. Les paquets suivants auront une commutation plus rapide car leurs destinations seront enregistrées dans le cache et le processeur n'aura pas besoin de travailler pour trouver le chemin. Et le dernier mécanisme est le Cisco Express Forwarding, qui est le mode le plus récent et le plus répandu. Il intègre à lui-même le meilleur des mécanismes précédents. Ici, chaque modification apportée au réseau déclenche une mise à jour des entrées du cache. C'est-à-dire que lorsque quelque chose change dans la topologie du réseau, la modification se reflète immédiatement dans le cache. Tous les paquets sont commutés à l'aide du cache, et même le premier paquet. C'est donc le mécanisme de transfert le plus rapide. Une table de routage contient la liste de tous les réseaux connus du routeur ainsi que la façon de les joindre. Chaque ligne de la table de routage répertorie un réseau de destination ainsi que l'interface ou l'adresse IP qui permet de l'atteindre. Dans une table de routage, on peut trouver différents types d'entrées. On a celles qui sont directement connectées au réseau. Tous les réseaux appartenant au routeur sont automatiquement ajoutés à la table de routage. Il s'agit d'un réseau dont l'une des interfaces du routeur fait partie. On a des routes statiques. Ce sont des entrées configurées manuellement sur le routeur. Ça peut être efficace pour des petits réseaux où il n'y a pas d'énormes modifications. Par contre, si la topologie du réseau change régulièrement, ça risque d'être très contraignant à l'administrateur réseau car il devra modifier manuellement l'ensemble des routes statiques sur chaque routeur. Nous avons des routes par défaut. Si aucune entrée de la table de routage ne correspond au réseau de destination du paquet, alors il sera redirigé automatiquement vers la route par défaut. Ça évite que le paquet tourne en rond le temps qu'il soit détruit automatiquement par son TTL. Le TTL est une donnée placée au niveau de l'entête du paquet IP qui indique le nombre maximal de routeurs de transit. Si ce chiffre arrive à 0, alors le paquet sera détruit. Et on a des routes dynamiques. Le routeur peut apprendre les routes automatiquement lorsqu'un protocole de routage est configuré et qu'une relation de voisinage avec d'autres routeurs est établie. Très utile sur les grands réseaux où il y a de nombreuses modifications. Et voici à quoi ressemble une table de routage d'un routeur. La commande showIProute permet de l'afficher. La première partie de cette sortie explique les codes associés aux entrées de la table de routage. La lettre C est réservée aux réseaux directement connectés. La lettre L est réservée aux itinéraires locaux et indique les interfaces locales dans les réseaux qui lui sont directement connectés. La lettre S est pour les routes statiques. Le petit astérisque indique une route par défaut. Dans cet exemple, la route par défaut est une route statique. La lettre R est réservée au protocole de routage RIP, la lettre O pour OSPF et la lettre D pour le protocole de routage EIGRP. Un protocole de routage est un ensemble de processus, d'algorithmes et de messages que les routeurs se partagent dynamiquement. OSPF, EIGRP, RIPv2 et ISIS sont des protocoles de routage dynamiques. Il existe deux types de protocoles de routage dynamique. Il y a ceux à vecteur de distance et ceux à état de lien. Les protocoles de routage à vecteur de distance construisent eux-mêmes les tables de routage. Par contre, aucun routeur ne possède la vision globale du réseau, car la diffusion des routes se fait uniquement de proche en proche. Dans le terme vecteur de distance, on peut associer le mot vecteur comme un tableau qui comprend les nœuds du réseau. Et le mot distance correspond au nombre de sauts qui permet d'atteindre les routeurs voisins. Et dans un protocole de routage à état de lien, ici chaque routeur connaît entièrement la topologie du réseau, c'est-à-dire que les routeurs ne se fient pas qu'à leurs voisins. Les routeurs qui exécutent des protocoles de routage échangent des messages afin de conserver leur table de routage à jour. Lorsqu'un routeur se rend compte qu'il y a eu une modification dans le réseau ou bien un nouvel itinéraire, alors il en informera ses voisins qui font partie du même protocole de routage. De cette manière, tous les routeurs maintiennent dynamiquement leur table de routage à jour. Les routeurs choisissent le meilleur chemin vers les réseaux de destination en fonction de plusieurs critères. On a la bande passante, c'est le débit du lien entre routeurs. Il y a le délai, c'est la durée que met le paquet IP à se déplacer d'un point à un autre. On a le coût,
qui est une valeur prédéfinie et qu'un admin réseau peut modifier manuellement s'il le souhaite. Et on a le nombre de sauts, qui est le nombre de routeurs qu'un paquet IP doit parcourir avant d'arriver à sa destination. Pour déterminer le meilleur chemin vers une destination, les protocoles de routage utilisent une métrique. Chaque protocole de routage dispose de sa propre métrique et de sa propre façon de calculer le chemin le plus court à l'aide de son algorithme. Les métriques peuvent être basées soit sur un seul critère, comme celui du nombre de sauts pour le protocole RIP, ou bien sur plusieurs critères, comme c'est le cas pour EIGRP. En général, plus la valeur métrique est basse et meilleure est la trajectoire. Les tables de routage peuvent être remplies à partir de 3 types de sources. Les réseaux directement connectés, les routes statiques et les protocoles de routage. Le routeur doit pouvoir évaluer les informations de routage de toutes les sources et sélectionner la meilleure route pour remplir sa propre table de routage. Pour ça, ils utilisent une fonction qui s'appelle la distance administrative. Dans le cas où il y a plusieurs routes disponibles vers une même destination, la distance administrative permettra de sélectionner le meilleur chemin. C'est elle qui définit la fiabilité de la route. Plus la distance administrative est petite et plus la source de l'itinéraire est de confiance. Chaque type de source possède une distance administrative par défaut. Par exemple, les réseaux directement connectés ont une distance administrative de 0, ce qui empêche toute autre entrée dans la table de routage pour les réseaux qui sont déclarés sur le routeur. Les routes statiques ont une distance administrative par défaut de 1. Ça signifie que si vous configurez une route statique, elle sera prioritaire par rapport à l'ensemble des protocoles de routage, à part si le réseau de destination est directement connecté au routeur. Et chaque protocole de routage possède sa propre distance administrative par défaut. Par exemple, pour le protocole RIP, sa distance administrative est 120. On va prendre un exemple. Ici, le routeur reçoit 2 mises à jour de routage. Un message à partir d'OSPF et un autre à partir d'EIGRP. La métrique utilisée par EIGRP a déterminé que le meilleur chemin vers le réseau 192.168.0.0 est en passant par l'IP 10.0.0.5. Mais la métrique utilisée par OSPF pour le même sous-réseau est par l'IP 172.18.7.0. Dans ce cas, le routeur va devoir utiliser la distance administrative pour déterminer le chemin qui sera installé dans sa table de routage. Alors à votre avis, quel protocole de routage va choisir le routeur? Eh bien dans ce cas, vu que la distance administrative pour OSPF est de 110 et 90 pour EIGRP, il choisira la route EIGRP et l'ajoutera dans sa table de routage. Le protocole de routage avec la distance administrative la plus faible gagne toujours lorsqu'il y a plusieurs chemins dans la table de routage. Avec les sous-réseaux, une adresse de destination peut correspondre à plusieurs entrées dans la table de routage. Dans ce cas, ce sera le réseau le plus précis qui sera prioritaire. Un réseau plus précis est le réseau le plus petit. Par exemple, dans cette table de routage, il y a 2 IP identiques avec un masque différent, un /16 et un /24. Ce sera le réseau avec le /24 qui sera sélectionné car il a le masque le plus élevé et donc le réseau le plus petit.